Bonjour, c'est encore moi et pas forcément avec des nouvelles très joyeuses aujourd'hui, voire même inquiétantes. Je m'inquiète, j'angoisse et aussi je culpabilise, tout ça en même temps. Alors là, je suis à cœur ouvert, hein. Nous sommes de cœur à cœur, je me livre à vous. Je m'interroge avec beaucoup de sérieux sur l'avenir de cette chaîne. Est-ce qu'il faut continuer ? Est-ce qu'il faut persister dans cette voie qui, depuis des années, est quand même le terreau relativement fertile d'une raillerie générale envers les élections, la démocratie et tout ce qui constitue la sève de nos institutions dans cette société libre et plurielle? Est-ce que c'est bien sain tout ça ? Faut se poser la question, et moi j'angoisse et je culpabilise parce qu'une étude toute récente nous révèle que les abstentionnistes présentent un risque de mortalité plus élevé que ceux qui votent. Ça rigole pas, là on parle de mort. Est-ce que moi j'ai envie de mourir à force de ne pas voter ? Bon, déjà ça c'est une question personnelle qui m'angoisse, mais le côté culpabilité, ça vient du fait que je n'ai pas du tout l'intention, l'envie, ni la moindre velléité de vous faire mourir vous. Et si parmi l'auditoire, j'ai pu convaincre l'un ou l'autre à cesser de voter, franchement, je m'en veux maintenant. Je m'en veux. Excusez-moi, je n'ai pas voulu, c'était involontaire, vous entraîner sur cette pente déchéante qui va vous mener à un décès précoce. Je suis quand même relativement abasourdi, parce que la science c'est sérieux, hein. Là on nous dit que selon une étude, l'abstention s'accompagne d'un risque de mortalité supérieur. Selon une étude, ça veut tout dire, ça veut dire que c'est de la science, que ça y est, on le sait. Selon une étude, ils ont les calculs, ils ont fait les chiffres avec Excel, avec les ordinateurs, avec tout ça, ils l'ont fait. Donc ça rigole plus, s'il vous plaît. C'est comme les études sur l'alcool, le tabac et tout ça, c'est pareil, hein. Donc là, si on vous dit qu'à force de ne pas voter, tu vas mourir, forcément, moi, je me sens très mal. Je me sens très mal parce que des fois, il y a des commentaires sur la chaîne qui disent « Ah ben, j'ai écouté ce que vous dites, maintenant je vote plus. » Il y a des gens qui aussi me le disent en privé. Bon, même si c'est une poignée de 6 personnes, c'est pas grave. Moi, j'ai pas envie d'avoir la mort de 6 personnes sur la conscience. Alors bon, l'étude, quand même, elle est sérieuse, hein, c'est de la science, donc ils ont un peu tout regardé, et ils disent bien que l'étude ne permet pas d'établir un lien de causalité directe. D'accord ? Ça, c'est la phrase qui montre que c'est quand même un truc sérieux, que c'est objectif, qu'ils ont bien regardé dans tous les coins. Alors, on parle de quoi exactement si on lit l'article ? On dit que les hommes qui ne votent pas présentent un risque de décès supérieur de 73% à celui des électeurs. C'est pas rien, 73%. C'est sérieux, là. On est au taux du tabac, hein. Le tabac, c'est, je sais pas, 75, 100%, enfin, c'est dans le même ordre de grandeur. Tandis que les femmes abstentionnistes présentent un risque de décès supérieur de 63%. Alors déjà, là, je trouve ça un petit peu offensant, c'est pas très égalitaire, et j'espère qu'une mesure ou une taxe va être mise en place pour inciter les femmes à moins voter pour qu'elles meurent plus. Ceci afin de rétablir la balance. Merci. Alors la question qu'on peut se poser aussi, c'est les femmes-hommes, là, les femmes à barbe et tout ça, est-ce qu'elles meurent à 68% plus si elles qui ne votent pas par rapport à si elles qui votent ? En tout cas, moi, je m'inquiète pour moi. Ça fait tellement de décennies que je vote plus que je ne sais même pas si je suis encore sauvable par la précipitation vers la prochaine urne, la prochaine fois qu'ils en ouvrent une dans mon quartier. Mais je pense que je vais m'y mettre, hein. C'est comme le jogging le matin et boire du lait ou je sais plus, là, du jus de carotte et des trucs. Il faut le faire. Il faut être en bonne santé, il faut manger de la vitamine D et il faut voter. Parce que sinon tu vas mourir. Alors moi, je m'inquiète pour moi, je m'excuse auprès des gens qui ont arrêté de voter à cause des trucs qu'on a racontés ici. Allez voter, s'il vous plaît. Vite, vote. Alors bon, pour qui voter, ça c'est une autre histoire, je vous laisse choisir. Moi, personnellement, je ne sais pas trop, parce que on a tellement manipulé de concepts droite-gauche dans tous les sens que je suis un peu perplexe. J'ai compris que la gauche c'est bien et la droite c'est pas bien. Ça, quand même, c'est plus ou moins clair. En revanche,
je m'interroge quand même sur quelque chose, c'est qu'il y a quand même des gens qui votent à droite. Est-ce que tous ces gens-là sont quand même méchants ? J'ai quand même une nature assez positive et optimiste, donc je ne peux pas me résoudre à penser que les gens qui votent à droite, tous sont des méchants. Ou alors il y a un truc que je n'ai pas bien compris. La question générale, à mon avis, qui mérite d'être posée, c'est à quoi sert la droite ? Puisqu'il faut voter, sinon on risque de mourir à 73%. Enfin là, je parle pour moi, qui suis encore approximativement, je crois, du chromosome XY. Maintenant, à quoi sert la droite ? La question mérite d'être répondue. Un petit documentaire va peut-être nous en apprendre un petit peu plus, voyons ça. Alors je reconnais que ce documentaire n'était pas forcément très très clair sur les idées, voire, soyons fous, les principes que défend la droite. En tout cas, moi je n'ai pas eu le sentiment de progresser. Donc ça m'inquiète déjà, parce qu'on est là pour établir une stratégie pour sortir de l'abstention. On veut éviter les 73% de malchance de mourir à force de ne pas voter, je vous rappelle. C'est sérieux là. Il faut faire un petit peu preuve de concentration et puis de focus, s'il vous plaît. Alors, puisque le documentaire n'a servi à rien, on va être obligé de tout reprendre depuis le début, c'est comme ça. Et ouais, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a rien de gratuit, il n'y a pas de tartine sans pain ou je ne sais quoi. Donc, on va tout reprendre depuis le début. On va considérer d'abord que l'élevage à ciel ouvert qu'est l'État républicain et démocrate, c'est là-dedans que s'inscrit la droite, de même que la gauche. Mais aujourd'hui, on parle un peu plus de la droite, parce qu'on ne sait pas trop à quoi elle sert, en fait. Alors, cette organisation, cet élevage à ciel ouvert, il a un bétail que l'on appelle les citoyens. Alors, quand je dis les citoyens, il faut lever les avant-bras, il faut raidir l'index et le majeur de chaque main, et il faut les contracter 2 fois, clic, clic. Ça simule des guillemets en l'air. C'est des R guillemets, comme on dit. Et ça, on le met toujours autour de les citoyens. Donc l'organisation de l'élevage, elle demande parfois aux citoyens, clic, clic, leur avis sur des questions secondaires. Voilà. Pourquoi elle fait ça ? L'organisation, l'administration de l'élevage. Parce qu'elle s'est bien rendue compte, elle n'est pas bête non plus, que les techniques d'élevage se sont perfectionnées depuis l'invention de l'esclavage. Ça fait quand même des siècles et des millénaires que ça dure, cette histoire. Et un esclavagiste averti, qui veut rester dans le succès, qui travaille à la pérennité de son entreprise, qui est sérieux dans son travail, il sait que désormais, si on laisse un peu de liberté à ses vaches, alors elles sont plus rentables. C'est comme ça. Alors évidemment, ces degrés de liberté, il faut qu'ils soient ni trop nombreux, ni trop larges. Juste ce qu'il faut pour maintenir un optimum de rendement, ce que les spécialistes des milieux autorisés appellent courbe de l'affaire, et dans le sac, lol. Oui, parce qu'un bétail qui respire, c'est un bétail qui fait du steak. C'est un bétail plus heureux, plus dynamique. Il a de l'espoir en lui. Il croit discerner une petite ampoule au bout du tunnel. Donc il fait des efforts. Et pour toi, c'est plus rentable. Eh ouais. Alors dans ce contexte, un degré de liberté particulier est triplement productif. Et ce degré de liberté, c'est le choix de l'établissement des règles de l'élevage. Ça a l'air contradictoire à premier abord, mais ne t'inquiète pas, on va examiner ça de près et tout va rentrer dans l'ordre comme un puzzle qui s'assemble comme il faut. D'abord, on demande au bétail comment il veut être élevé. On ne lui demande pas s'il veut être élevé. Ça, c'est la règle principale.
Et cette règle, ainsi que ses corollaires inamovibles, ne changent jamais. On demande seulement au bétail sa couleur préférée pour les murs de l'étable. C'est tout. Alors, ces murs, plutôt rouges ou plutôt bleus? Plutôt gauche de gauche ou plutôt gauche de droite? La première qualité donc de ce choix, la première vertu de cette petite liberté, de la couleur des murs, du choix de la couleur des murs, c'est l'illusion de la liberté. Et ça le revigore, le bétail. C'est l'ampoule au bout du tunnel, ça. C'est l'entrée de l'abattoir. Donc c'est vraiment important. Hein. Ça, c'est le point commun de toutes les libertés que nous laisse l'éleveur, à nous autres, le bétail. Mais celle-là en particulier, celle du choix de la couleur des murs, elle est importante parce qu'il nous permet de nous situer dans la case des éleveurs et non plus du bétail. Tu comprends? Tu as l'impression d'être un éleveur toi aussi. Et donc tu es encore plus excité. Tu travailles encore plus fort. Tu es content. La deuxième qualité de ce choix de la couleur des murs, c'est l'occupation des esprits. Le bétail voit son neurone envahi de slogans, de pancartes, de micros, de débats, d'experts, de chiffres, de courbes, de documentaires. Et il doit sous-peser tout ça. Bah oui, c'est du boulot. Il ne va pas quand même se mettre à voter n'importe comment. Le bétail n'est pas un animal complètement émotif qui vote à la tête du client ou du candidat plutôt. Non, non, non. Lui, il analyse posément toutes les propositions et ça lui prend du temps. Et bien, tout ce temps de neurones indisponibles, c'est fait pour que le bétail ne remette plus en cause la première règle qui est celle qu'il y a un élevage et c'est comme ça. Donc la première règle, c'est l'excitation des énergies, c'est l'illusion du contrôle et c'est la stimulation par l'espoir. La deuxième qualité, c'est celle de ne plus remettre en cause la notion même d'élevage. Et la troisième qualité de ce choix dans la couleur des murs de l'étable, c'est celle de la division. Le bétail est partagé entre factions rouges ou bleues. Alors, il y a des nuances intermédiaires, mais pour la simplicité du propos, tu as compris qu'on résume. De toute façon, c'est un spectre, donc il y a deux extrémités, pas plus. Dans ces camps se disputent, s'invectivent et se traitent d'incompétents et de pédophiles tout le monde. D'ailleurs, c'est pas forcément faux, hein, les insultes et les sous-entendus, là. Ça permet d'alimenter une animosité de base, ça permet de canaliser l'énergie combative du bétail qui pourrait finir par trouver discutable cette notion de bétail, justement. C'est une autre façon d'occuper les esprits, c'est diviser pour mieux régner. C'est la première utilité réciproque des deux gauches, celle de droite et celle de gauche, et de leurs succursales et de leurs dérivés, c'est d'alimenter les aigreurs et de provoquer l'accrétion de meutes. Alors, la deuxième utilité réciproque des deux gauches, celle de gauche et celle de droite, c'est de pouvoir former ce duo de trous noirs en orbite mutuelle, tournant l'un autour de l'autre. Ils ont besoin l'un de l'autre pour maintenir la dynamique de l'élevage. Si l'un des deux disparaît, si la droite ou la gauche disparaît, le bétail accuse l'administration de l'élevage de dictature. Et les ennuis commencent. Le mécontentement du bétail a un coût pour l'administration. Et la rentabilité chute. Donc il est impératif que la droite et la gauche continuent de tourner l'une autour de l'autre, sinon ça libère tout un champ de possibilités dans la tête du bétail qui commence à se poser des questions et qui pourrait éventuellement résister. Mettre des gilets jaunes, arrêter de payer leurs taxes, faire du marché noir, des trucs comme ça. Et ça, il ne faut pas. La troisième utilité réciproque des deux gauches, celle de gauche et celle de droite, c'est la division du travail. Et ça, c'est pas la division du bétail, hein, c'est la division du travail que les deux gauches s'accaparent elles-mêmes. La gauche de droite prétend défendre la liberté et la prospérité par la production. Elle pose comme championne de la construction. Tandis que la gauche de gauche, elle prétend défendre la liberté et la prospérité par la distribution. Elle pose comme championne de la répartition.
Et l'observateur averti comprend alors que la gauche de droite doit amorcer le processus, car on ne peut rien distribuer sans l'avoir produit auparavant. Et ouais, pour répartir un gâteau, pour le couper en tranches, il faut d'abord le faire, ce gâteau. C'est pour ça que la gauche et la droite ne sont pas entièrement symétriques et qu'elles ont besoin l'une de l'autre pour que le système s'amorce et se perpétue. La gauche de droite a le rôle du cultivateur de blé, il sème, il récolte, et la gauche de gauche a le rôle du répartiteur de blé, il récupère, il distribue. Et ça rend le système très efficace. La division du travail, c'est quelque chose d'éprouvé depuis des millénaires, et ça marche aussi en politique. Et quand il n'y a plus de blé, quand la gauche a tout mangé et tout distribué, il faut que la gauche de droite reprenne la direction des opérations pour que le cycle recommence. À ce moment-là, quand les stocks de blé sont de retour, la gauche de gauche hurle à l'accumulation, puis elle les vide à nouveau, et ainsi de suite. C'est un cercle absolument magique. Enfin magique, c'est plutôt un cercle extrêmement perspicace et astucieux, je dirais. Alors bien entendu, à chaque étape, les deux gauches prennent leur commission, leur grosse commission. C'est une commission de 80 à 90%, ça veut dire que le bétail est finalement du bétail à 90%. Hein. Si on fait ça en termes de durée sur l'année, le bétail travaille pour son éleveur à peu près jusqu'au 20 décembre ou 25 décembre. Ou... Après, c'est une question de chiffres, hein. Mais c'est l'intention qui compte. En tout cas, je te garantis que nulle part sur la planète, c'est le 1er janvier. Et ça, c'est un élevage exemplaire où le bétail produit son propre blé, sa propre énergie, son propre toit, ses propres vétérinaires. C'est ça qui est fabuleux dans cette histoire. On peut difficilement rêver mieux, sans déconner. Un élevage qui suffit de surveiller et de menacer pour qu'il tourne tout seul. T'imagines ? Les vaches fabriquent leur propre étable, cultivent leur propre nourriture, et les autres autour n'ont qu'à pointer des flingues pour se servir. C'est quand même merveilleux. Et donc, pour qu'ils tourneront, il faut surveiller les surveillants de l'élevage. Sinon, ils vont exagérer. Voilà. C'est à cela que sert la droite. Je pense que c'est à ça qu'on peut aboutir comme conclusion. C'est que vu comme la droite se targue d'être la responsable de l'amorçage de la machine, elle va aussi se targuer de la surveiller. Elle va empêcher le système de s'auto-dévorer. Lorsque la répartition de la gauche part en surchauffe, quand même le bétail s'aperçoit que ça sent le roussi, parce que le bétail, des fois, il trouve que les chiffres, ils sont pas bien jolis. Alors la droite revient faire semblant de calmer le jeu. En fait, elle met un peu d'huile sur le feu, mais d'une autre marque, ce qui donne une odeur différente à l'incendie. Et le bétail crie victoire. On remplit les stocks de blé, et après c'est au tour de la gauche. Et ça peut continuer comme ça pendant des dizaines d'années. Alors la droite, c'est le vilain parce que c'est un peu le père Fouettard de l'histoire, tandis que la gauche, c'est la gentille grand-maman qui te fait une grosse tarte aux pommes, tu comprends ? C'est pour ça que la droite, c'est le vilain flic et que la gauche, c'est le gentil flic. Les deux flics travaillent toujours pour le même élevage, on est d'accord, ils visent la même chose. Mais si la droite veut justifier sa propre spoliation sur le stock produit par le bétail, il faut bien que le système accepte la spoliation, et c'est la gauche qui donne cet exemple. On a besoin des deux, sinon il n'y a plus de justification. On crie, comme on l'a dit en début d'analyse, on crie à la dictature et à l'unipartisme et à ce genre de trucs. Attends, je bois un coup. Il faut s'hydrater dans la vie, sinon on risque de mourir. Et donc, dans ce duo de flics gentils, méchants, bon cop, bad cop, il y a la droite qui secoue la tête comme ça, avec exaspération, devant toutes les gabegies de la gauche, qu'elle estime être beaucoup trop sympa avec le bétail. Et je suis sûr qu'en plus, il y en a qui sont sincères là-dedans. Là, on a l'impression qu'ils jouent un théâtre, mais il y en a qui sont assez bêtes pour être sincères. Je te rappelle la loi de Bitur-Camembert, si tu penses que la droite fait des choses intéressantes. Bref.
Donc la droite sert à stimuler la concurrence politique aussi. Il ne faut pas oublier ça, c'est intéressant. On a parlé de division du travail, ça c'est un mode collaboratif, mais il faut ne pas oublier aussi le mode concurrentiel qui exerce une pression sur cette industrie politique. La concurrence exerce une pression sur tout type d'entrepreneurs, y compris ceux qui sont en politique. Il n'y a pas de raison. Les lois de l'économie sont universelles. Elles s'appliquent aussi à ce qu'on appelle une campagne électorale et aux tractations qu'il y a dans les couloirs de la politique. Il n'y a aucune raison que la politique, l'esclavage, etc., soient à l'abri des pressions, des obligations inéluctables des lois de l'économie. Et sans la droite, il n'y a pas de concurrence, pas d'excitation, pas de progression, stagnation de l'élevage en fait. La droite sert à optimiser les processus d'exploitation du bétail. Alors, comme la gauche, d'accord ? Mais aujourd'hui, on parle de la droite parce que elle est bien plus hypocrite en fait. C'est un peu ça aussi le truc qu'il faut mettre en avant. Elle est tout aussi marxiste et sanguinaire que la gauche, la droite. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Mais elle prétend le contraire. Au moins, on peut accorder à la gauche une certaine franchise. Même dans les milieux, académiques, sérieux, il n'y a pas que Frédéric Lardon qui veut te fusiller. Alors lui, c'est clair. Il y a toute cette gauche de barricade. Mais il y a aussi la clique Piketty, Zuckman, machin, Krugman qui veut te piller. Et ils le mettent dans leur bio, dans leur livre. Enfin, c'est pas du tout des secrets. C'est marqué en toutes lettres. On va chercher ta richesse. Ils l'écrivent avec les lettres et tout, quoi. T'as les pseudo-intellectuels à la Stephanie Kelton et compagnie qui, eux, par contre, veulent t'escroquer. C'est un peu plus subtil. Ils te font croire qu'ils ne te volent pas et qu'ils t'enrichissent avec des pyramides et des machins de Ponzi. C'est un peu plus féminin, ça, tu vois, le keynésianisme et ce genre de trucs, la MMT. C'est un peu plus vicelard dans la perfidie, tu comprends. On va passer par des diagonales pas franchement discernables. Bref, dans tous les étages, que ce soit de la perfidie de haut niveau jusqu'aux barricades, la gauche est franche. Ils ne se cachent pas. Alors, de l'autre côté, tu as la droite qui prétend libérer et enrichir. Libérer et enrichir, pour la droite, ça veut dire protectionnisme, taxes, réglementation, confinement, piqûres, nettoyer, aseptiser les plages. Aseptiser les plages. Ça veut dire guerre, bombarder, envoyer du pognon à droite à gauche pour acheter des canons. Inflation. Enfin, est-ce qu'il faut vraiment faire le détail de tout ça ? Tiens, regarde, j'ai trouvé un petit fait divers intéressant qui concerne la droite. On va changer de région d'habitude, je raille pas mal Milei ou la trompe et ce genre de pourriture. Mais là, j'ai trouvé un truc rigolo en Italie. Il paraît qu'en Italie, justement, le pouvoir est en ce moment détenu par une personne dite de droite, donc de la gauche de droite. Je pense que c'est une information assez solide parce qu'on la voit régulièrement faire des selfies avec la trompe, Minarxilei et toutes ces saloperies. Donc on peut la ranger avec confiance dans la catégorie de droite. Et qu'est-ce qui se passe avec la droite qui défend la liberté, la richesse, etc. en Italie ? Eh bien, ce gouvernement a décidé cette semaine de s'interroger sur la pertinence de taxer l'or des Italiens, des particuliers. C'est-à-dire que les gens qui possèdent des pièces, des petits lingots, même des gros lingots, des bijoux, des montres, des trucs comme ça en or, sont censés aller les montrer, je ne sais pas à quel type de Gestapo, mais en tout cas les montrer à quelqu'un d'officiel pour qu'il leur prenne 12,5%. Et ça tombe bien, hein, en ce moment, l'or est à des prix en devises de singe stratosphériques. Il dépasse des records jamais atteints depuis jamais en fait. Voilà, jamais atteints, ça porte bien son nom.
C'est donc une opération intéressante. Et en plus, là, on voit qu'un chiffre comme 12,5%, c'est sérieux. Il y a une virgule avec un chiffre derrière. Ce n'est pas un chiffre au hasard. Ce n'est pas 11,4, ce n'est pas 14,7. On y a pensé sérieusement. Et donc, cette petite procédure, pas très chère, c'est que 12% et demi, ça permettrait de racler quelques milliards au gouvernement italien s'ils le mettent en route, et évidemment si les gens se déplacent avec leur or dans leur poche pour le montrer à la Polizei. Bref, une petite anecdote, un petit fait divers parmi d'autres pour montrer que la droite n'est pas moins extorsionniste, voleuse, marxiste et parasitique que la gauche. Alors si on veut résumer la situation et finalement se dire qu'est-ce qui est à choisir entre droite et gauche, on va examiner un petit tableau comparatif. Voici à l'écran pour ceux qui écoutent avec l'image. Donc on a un choix. Alors je sais qu'il y a des nuances entre les deux, mais comme on l'a déjà dit, on s'en fout. On synthétise les extrêmes parce que si à droite il y a du caca, et à gauche, il y a du pipi. Quand tu mélanges les deux, ça fait quoi dans ton seau ? Alors, qu'est-ce qu'il y a à gauche ? Toujours plus de guerre, une fiscalité exponentielle, toujours plus d'esclavage, toujours plus d'inflation, un État policier, et en gros, c'est la mort, mais en plus lourd et en plus lent. C'est doom. Tandis que la droite, c'est quoi ? C'est toujours plus de guerre, une fiscalité exponentielle, toujours plus d'esclavage, toujours plus d'inflation, un État policier. En gros, c'est la mort, mais en plus lourd. Corporatisme, collusion, corruption permanent, CCCP. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout ça, ça concerne évidemment les vaches, le bétail, parce que pour la droite ou la gauche et tous leurs amis qui gravitent autour de cet univers merveilleux de la démocratie, là, en revanche, la prospérité est très très forte. C'est comme en Corée du Nord, le chef ne mange pas que des nouilles ramen. Alors en général, on mesure ça, ou on illustre ça plutôt avec ce mème habituel du vautour, où la droite et la gauche seraient les deux ailes du même oiseau charognard. C'est vrai qu'on pourrait le voir comme ça, mais comme on l'a expliqué précédemment, il y a une division du travail et on a bien vu que les fonctions et attributions de la droite et de la gauche ne sont pas exactement symétriques. Alors, on pourrait illustrer ça aussi en disant que ce sont les deux fesses du même trou du cul, ce qui ne serait pas faux. La droite et la gauche sont les fesses du même anus qui t'arrose allègrement. Mais ça aussi, c'est peut-être plus parlant, mais c'est pas forcément plus exact, parce que là, on a encore une très très grande symétrie. Donc moi, je te propose plutôt l'analogie suivante. Ce serait plutôt les deux extrémités du même porc. Donc la gauche, ce serait le groin, la langue, tout ce qui mastique, tout ce qui avale, tout ce qui commence à croquer et à digérer. C'est la salive, c'est la langue. La gauche, c'est tout ça, c'est le côté buccal, c'est le côté avalé. Et la droite, ce serait plutôt à l'autre extrémité, c'est on va se débarrasser de ce qui est en trop, on va expulser, on va sortir de l'extérieur des frontières ce qui ne nous plaît pas, on va chier donc l'excédent, tout ce qu'on n'a pas réussi à transformer en gras républicain. J'espère que ces explications ont été claires et qu'elles vous permettent maintenant de faire un choix éclairé. Est-ce que vous avez envie de voter pour le groin ou pour l'anus ? C'est à vous de voir, chacun ses goûts. En l'occurrence, c'est vraiment une question d'opinion et de préférence personnelle. En tout cas, l'important, c'est d'oublier ces histoires d'abstention. Il faut participer à la démocratie, parce que sinon, on va mourir. J'entends être le Premier ministre du quotidien. Je partirai pas. Je partirai pas. Si tu partiras, je partirai pas. Si tu partiras. Si tu partiras. Si tu partiras. Si tu. Je partirai pas. Si tu partiras. Et plutôt que tu crois, tu nous as assez pompé. Maintenant tu peux te casser. On débarras et ne reviens pas.
assez pompé, maintenant tu peux te casser pour des marins. Et ne reviens pas, et ne reviens pas. Je partirai pas, et si tu partiras, comme t'es venu tout nu, tu t'en iras. Je partirai pas, si tu partiras, tu partiras. Tu partiras, plus de législation, fini les subventions, le bateau n'attend pas, crois-moi tu partiras. Casse-toi avec Bardella et sa sale gueule de rat. Emmène-la vite avec toi dans la fosse à caca. Tous des communistes, finis à la piste, tous des parasites, tous des sales gauchistes, droite, gauche, bande de pépites, t'envoies plus la dynamite. Tu partiras, ciao les cancrelats. Casse-toi avec Bardella et sa sale gueule de rat. Emmène-la vite avec toi dans la fosse à caca. Tous des communistes finis à la piste, tous des parasites, tous des sales gauchistes, droite, gauche, bande de petites bites, dans vos culs la dynamite. Tu partiras, ciao les cancrelats. Casse-toi avec Bardella et sa sale gueule de rat. Emmène-la vite avec toi dans la fosse à caca. Tu partiras le sang au fion avec ton pote Mélenchon, car le péché n'attend pas, lui aussi brûlera. Droite, gauche, bande de parasites, combustible sans limite. Un tour d'hélicoptère en partance pour l'enfer. Casse-toi avec Bardella et sa sale gueule de rat. Emmène-la vite avec toi dans la fosse à caca. Et emmène Macron avec toi. Droite, gauche, bande de parasites, des porcs et des termites. Tu partiras, on vous enculera. Droite, gauche, bande de parasites. Tu partiras, des porcs et des termites. Ton camp fera passer, tu le sentiras. Casse-toi avec Bardella et sa sale gueule de rat. Emmène Macron avec toi dans la fosse à caca. Droite, gauche, bande de parasites. Droite, gauche, bande de parasites. Droite, gauche, bande de parasites. On vous enculera avec des barbelés. On vous enculera, le cul va vous chauffer. On vous enculera toute la sainte journée. On vous enculera, vous allez tous crever. Droite, gauche, bande de parasites, des porcs et des termites. Tu partiras, on vous enculera. Droite, gauche, bande de parasites. Tu partiras, des porcs et des termites. On t'enculera, passer tu sentiras. Casse-toi avec Bardella et sa sale gueule de rat. Emmène Macron avec toi dans la fosse à caca. Droite, gauche, bande de parasites. 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 On vous enculera avec des barbelés. On vous enculera, le cul va vous chauffer. On vous enculera toute la sainte journée. On vous enculera, vous allez tous crever. Dans la fosse à caca. Droite, gauche, bande de parasites. J'entends être le premier Droite, ministre gauche, du bande de quotidien. parasites. Droite, gauche, bande de parasites. On vous enculera avec des barbelés. On vous enculera, le cul va vous chauffer. On vous enculera toute la sainte journée. On vous enculera, vous allez tous crever.